Donc bonjour et bienvenue dans ce quatrième webinaire du cycle céréales locales qui est dédié au four à pain, un sujet qu'on met trop peu au centre, en tout cas sur la place du village, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce webinaire s'inscrit dans un cycle, comme je le disais, qui est dédié aux céréales locales et au pain. On s'intéresse en particulier aux initiatives citoyennes, ou en tout cas aux initiatives qui impliquent activement des citoyens dans la réappropriation des questions alimentaires par le pain et les céréales. Et vous pouvez, comme je le disais, retrouver tous nos webinaires sur notre site internet. En quelques mots, alors je vais partager ma présentation. Voilà. Donc en quelques mots, ce webinaire s'appelle Du four banal au four communal, au four communautaire, le four à pain réinventé. Alors on va voir au cours de ce webinaire combien les questions de sémantique ont à la fois évolué, mais comment finalement le contexte socio-culturel fait qu'on utilise des mots parfois anciens pour décrire des réalités tout à fait modernes. Ce webinaire est prévu à plusieurs voix. Je vous présente les différents intervenants et le programme. En fait, on aura une première présentation par Joséphine Mollier-Calbris, qui est historienne ruraliste à l'Université Lyon 3, sur la perspective un peu historique, les fours banaux et communaux, de quoi parle-t-on? Et ça sera assez intéressant pour re-questionner la question de la banalité au prisme finalement du regard actuel sur le passé et sur le présent. On aura ensuite différents témoignages. Donc, on fonctionnera dans un premier temps sur une présentation individuelle de chaque intervenant. Aluna Nicolas, qui est urbaniste pour le collectif ETC. Alain Dournaert, qui est bénévole au fournil, je le dirai certainement très très mal, hein, au fournil de Loftermuchen et du Four des Verts à Bruxelles. Jacques Martin, qui est bénévole à l'Atelier du Bien commun en Loire-Atlantique, et Sylvia Alla, qui est chargée de mission patrimoine culturel et immatériel au PNR des Bauges, et qui organise la fête au four. Donc chacun se présentera. On a choisi volontairement des territoires très contrastés, en tout cas en termes d'expérience, à la fois donc en France et en Belgique, dans des contextes soit plutôt urbains, soit plutôt euh, périurbains, voire très ruraux. Et après leur présentation, on fonctionnera sous forme de table ronde avec un jeu de questions-réponses. Et donc, n'hésitez pas de votre côté à utiliser le chat pour indiquer vos questions. Et on abordera les questions suivantes. Donc, fonctionnement et gestion sociale des fours aujourd'hui, quelques illustrations à partir d'exemples. Construire, restaurer, faire vivre un four de village ou de quartier, quels écosystèmes et savoir-faire mobiliser, et surtout pour quelle utopie et construction collective. Échanger des expériences, des conseils, des pratiques, comment on fait, à qui on s'adresse pour savoir construire un four ou pour savoir résoudre certaines questions, notamment légales. Nos intervenants nous partageront quelques conseils pour des porteurs de projets qui auraient envie de se lancer dans la réhabilitation ou la construction d'un four communautaire. Et puis je terminerai en vous donnant quelques dates pour les prochains webinaires à venir, notamment sur les fours et les moulins mobiles, sur les pratiques artistiques autour des céréales et du pain, et sur les questions vraiment techniques de la construction d'un four ou d'un moulin. Je démarre avant de donner la parole à Joséphine par une petite présentation rappel du projet Céral Local dans lequel s'inscrit ce cycle de webinaires. Céral Local, c'est un projet de recherche participative sur 3 ans qui a été soutenu par la Fondation de France majoritairement et puis le FEADER en Occitanie. Il vise à soutenir des initiatives plutôt locales autour des céréales locales et du pain qui vont impliquer activement des citoyens, pas forcément que, hein, on l'a bien vu dans le webinaire 1, et qui vise à transformer le système alimentaire vers des engagements, on va dire, plus durables. Et de façon très opérationnelle, ce qu'on a fait dans ce projet, c'est qu'on a commencé
par recenser et interroger un certain nombre d'initiatives en France, en analysant en fait qui en était à l'initiative, quelles étaient les motivations, les différentes parties impliquées, et surtout pourquoi faire, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on produit, à la fois de façon très concrète, et puis également quel savoir on produit qui soit partageable au sein de la communauté, mais également au-delà. Et donc, en fait, ces savoirs, nous, on avait envie de faire en sorte qu'ils circulent. Et donc, on a prévu un certain nombre de rencontres, parfois physiques et actuellement via ce cycle de webinaires, pour mettre en lien les collectifs qui portent ces initiatives et faire en sorte de stimuler les échanges et pourquoi pas donner lieu à de futures coopérations. On a, via notre plateforme Céréales Locales, également encouragé la documentation contributive de connaissances et d'expériences. On a une section qu'on a appelée Open Data, où on peut librement charger des ressources d'intérêt. Et également, nous, on fait le lien avec différents projets de recherche participative qui sont portés par INRAE, notamment INRAE Montpellier, autour bah, voilà, de différents sujets autour de la sélection, conservation des blés ou de la transformation, première, deuxième transformation. Ce qu'on essaie également de faire, c'est voilà, d'indexer le mieux possible pour faciliter l'accès à l'information. Et donc, on a créé à la fois comme je disais, cette section Open Data, mais également des modules d'e-learning. Cette plateforme Céréales Locales, vous pourrez la consulter. Mais en tout cas, sachez que on peut contribuer librement. Et on a lancé à l'occasion du lancement de ce webinaire, de ce cycle de webinaires, un recensement participatif des initiatives citoyennes ou des associations ou autres structures qui travaillent sur les céréales et le pain. Et en fait, on a aujourd'hui à peu près 45 initiatives qui se sont recensées et on trouve ça très chouette, en tout cas que cette plateforme céréales locale vive et puisse servir au plus grand nombre. Voilà, donc je vous ai mis un imprimé écran de la plateforme qui aujourd'hui est hébergée sur le site de Fablim, donc c'est céréaleslocales.fablim.org. Et comme je le disais, dans la section webinaire, il suffit de cliquer sur le webinaire qui vous intéresse et vous accédez aux actes et notamment au replay. Et pour accéder surtout au temps fort qui vous intéresse, vous pouvez regarder le compte-rendu d'abord et le compte-rendu vous indique les minutes auxquelles on parle de tel ou tel sujet. Comme ça, vous pouvez de façon ciblée aller chercher dans le webinaire plus facilement. Voilà, et donc je disais, nous, on a plusieurs outils qu'on utilise en routine dans Céréales Locales. Donc c'est bien sûr la plateforme. On a produit un certain nombre de podcasts qu'on a en libre écoute sur notre site, mais également qu'on a diffusés sur des radios associatives partenaires. On a un partenariat également avec l'Observatoire Risolis qui nous a servi à documenter pas mal d'initiatives qu'on a interrogées et rencontrées sur le terrain. Et puis après, bien sûr, dans les ressources, on a le replay et les documents associés à chacun de nos webinaires, et en particulier différentes publications. Et notamment, là, on vient juste de publier une brochure un peu de vulgarisation avec Yuna Shifolo, INRAE, sur la participation des citoyens au développement de filières alimentaires plus durables. Donc, pour y accéder, je vous renvoie au webinaire 1, où on en a largement parlé. Voilà, c'est celui-là. Euh, Je vous demanderai juste peut-être de couper vos micros, comme ça permet que les intervenants soient pas entre guillemets parasités par des bruits annexes. Parfois, ça perturbe un peu. Alors, c'est Amande, je crois. Je me permets, Amande, de te couper le micro. Voilà. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Joséphine. Merci Joséphine pour accepter cette intervention. Je précise qu'en tout cas, ça n'a pas été facile de trouver une personne en capacité voilà, d'intervenir sur ce sujet. Donc, un grand merci à Joséphine d'avoir accepté. Est-ce que je partage moi le diapo ou est-ce que... Oui, je veux bien, ce sera peut-être aussi simple. Et puis je Allez, dirai d'accord, quand il faut passer. parfait. Donc, Je m'en merci occupe. beaucoup. Alors, en attendant le diapo, je remercie beaucoup Fabienne de m'avoir voilà, laissé cet espace de présentation. L'objectif, c'est de faire un petit point sur l'histoire des fours et leur place dans les communautés. Je suis historienne ruraliste médiéviste, donc mon domaine de spécialité d'expertise, c'est le Moyen Âge, mais je vais essayer de présenter dans
ce webinaire une vue un peu plus générale. J'ai fait ma thèse sur les monts du Cantal, les communautés dans les monts du Cantal et le lien avec le pastoralisme. Donc, je vais présenter sans doute plus d'exemples sur l'Auvergne, mais je vais essayer encore une fois d'ouvrir au reste de la France. Donc, si je précise pas, ça veut dire que mes exemples sont auvergnats. Et quand je préciserai, voilà, ça viendra d'autres espaces. Donc sur le diaporama, vous voyez cette enluminure d'un manuscrit du XVe siècle que j'ai choisi pour inaugurer cette présentation parce que ça résume bien finalement les divers points du four banal, c'est-à-dire un espace collectif. On voit plusieurs femmes qui sont en train de cuire le pain, la mise en commun des pâtons qui se faisaient pour des fournées collectives, c'est-à-dire qu'on réunit les pâtons de tous les membres de la communauté pour les cuire ensemble, et généralement une infrastructure modeste, ici en pierre et en argile, qui peut prendre d'autres formes ailleurs, comme on le verra. Et enfin, un dernier aspect qu'on observe dans cette image aussi, hein, c'est un métier qui pouvait être féminin. Les boulangères et particulièrement voilà, était un métier à la fois ouvert aux hommes et aux femmes dans les villages. Donc le terme de banal qu'on observe accolé au mot de four, hein, encore aujourd'hui, on le retrouve aussi pour les pressoirs, pour les moulins communautaires, vient en fait du terme de ban, des banalités du seigneur, c'est-à-dire le pouvoir de domination, de commandement que le seigneur exerçait sur les habitants de sa seigneurie. Donc on parle de droit de ban ou de pouvoir banal. Le terme, qui est donc propre à l'Ancien Régime, est ensuite passé dans le vocabulaire du droit administratif des communes après la Révolution française, au moment où les privilèges seigneuriaux sont abolis. Et au moment où il y a ce transfert du terme banal dans le vocabulaire administratif, le terme devient synonyme de bien commun, au même titre que les droits de pâturage que pouvaient avoir les habitants, les droits de chasse, de pêche. On a le droit d'utiliser le four communautaire en tant que bien commun. Donc banal est resté finalement dans notre vocabulaire contemporain comme synonyme de collectif. Et on s'est posé la question en préparant le webinaire de pourquoi finalement on utilise encore un terme qui provient du vocabulaire féodal, seigneurial. Bah, sans doute parce que finalement c'est cette dimension collective qui est restée et qu'on a gardée de manière symbolique pour évoquer voilà, l'utilisation des fours banaux. Donc, comme je l'ai dit, sous l'Ancien Régime, c'est le seigneur, en tant que propriétaire de ces infrastructures, qui a le droit, le pouvoir de contraindre les habitants à utiliser exclusivement le four seigneurial. Et grâce à ce pouvoir de contrainte, il peut les obliger aussi à payer une redevance en guise de paiement pour l'utilisation du four. Donc, aujourd'hui, on a cette image du four collectif comme un espace de rencontre, de partage. Il faut garder en tête que sous l'Ancien Régime, la plupart du temps, l'utilisation du four est un espace de contrainte plutôt. C'est-à-dire que les habitants sont obligés d'utiliser le four et ils sont obligés de payer la taxe associée. Donc cette redevance pour chaque pain cuit dans le four banal prend des noms divers en fonction des régions. En Auvergne, on parle par exemple de fournage pour évoquer cette taxe. Et pourquoi le seigneur se permet de prélever cette taxe? C'est parce qu'en tant que propriétaire, c'est lui qui en a financé la construction. Alors pour un four, ça ne coûte pas forcément très cher, mais quand il s'agit par exemple des moulins, c'est des infrastructures qui sont plus coûteuses à fabriquer, à mettre en place, hein, à construire. Et donc, au même titre que la taxe pour les fours, il prélève aussi une taxe pour l'utilisation du moulin. Et c'est aussi le seigneur qui rémunère le fournier. Et donc, il faut garder en tête aussi que ça lui coûte de l'argent d'entretenir, de faire construire et de rémunérer le fournier. Donc, pour donner deux exemples hein, de cette taxe, dans la petite ville de Seigne au XVIe siècle, hein, les habitants doivent faire cuire leur pain au four banal qui est situé près de la place publique et la redevance s'élève à 1 tourte pour chaque fourné,
chaque fournée contenant 32 tourtes de pain bis, de pain de seigle, et pour chaque carte de froment utilisée pour faire le pain de froment, les habitants doivent payer 6 deniers. Donc c'est à la fois une redevance en argent et une redevance en part de la fournée, c'est-à-dire un pain pour 32 pains. Dans le village de Dienne, en 1449, cette redevance est appelée fournage et elle s'élève à une tourte qui est dite bonne et suffisante pour les pains de tourte et de 2 pains pour les pains blancs de froment. Donc là, il y a une distinction entre le pain seigle et le pain blanc. Donc ces obligations, elles pèsent sur les habitants qui cherchent à les contourner. Et quand on regarde les sources, on s'aperçoit que beaucoup d'habitants cherchent à ne pas utiliser le four banal, à avoir recours plutôt à un four voisin qui ne serait pas taxé ou à éviter de payer la taxe. C'est une redevance qui est mal perçue par les habitants. Hein. Pour donner l'exemple de la seigneurie de Domazan dans l'Ariège, plusieurs habitants ont construit leur propre four en concurrence au four banal et contestent la banalité même du four, et demandent des preuves au seigneur qui légitimeraient son droit à prendre la taxe. De même, pour les citadins qui ont une maison à la campagne, l'utilisation du four banal est très mal perçue parce qu'ils sont ravalés au rang des autres habitants, hein, et ils ont tendance à ne pas vouloir payer eux aussi cette taxe. Cependant, il faut nuancer, tous les fours ne sont pas banaux au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. Hein. Dans le cas où les communautés rurales ou urbaines sont bien organisées, bien structurées, le four pouvait devenir une institution collective, gérée directement par les habitants. Le seigneur a ainsi concédé le droit aux habitants de construire leur propre four et de l'entretenir. Souvent, c'est une stratégie de la part du seigneur, parce que comme je l'ai dit, ça coûte assez cher de faire construire et d'entretenir ces fours, donc il préférait parfois déléguer cette tâche à la communauté, surtout dans le cas où ses finances n'étaient pas très bonnes. De plus, c'était très contraignant pour lui de mettre en place la police et pour réprimer les fraudes. Et donc, plutôt que de contraindre, il préférait déléguer contre une redevance annuelle payée par la communauté tout entière. Joséphine, Oui. excusez-moi, je ne sais pas si vous changez de slide parce qu'on est toujours sur le premier diapositive. Oui, c'est normal, je vais changer après. D'accord, ok, merci. Donc, par exemple, dans le Maine, plusieurs seigneurs avaient abandonné le four banal car il coûtait trop cher de le chauffer. En Bourgogne, les seigneurs permettaient aux habitants de construire des petits fours particuliers pour cuire des pâtisseries, ce qui n'était pas le pain, donc ils étaient parfois plus tolérants pour tout ce qui n'était pas l'alimentation nécessaire, et pour les pâtisseries, c'est-à-dire tous les desserts à base de pâtes comme les tartes, on pouvait construire son propre four. Dans le nord de la France, au XVIIIe siècle, il n'y a carrément plus du tout de fours banaux, ce ne sont que des fours communautaires. Donc le four est un lieu de sociabilité par excellence. Donc là, on peut passer, je pense, à la diapo suivante. Il se situe le plus souvent au cœur des villages, au centre du couder. Donc le couder, c'est en Auvergne le nom donné à la place publique, ou à proximité des habitations, le long de la route principale. Donc le but pour les communautés, c'est d'éloigner des maisons le four banal et d'instaurer ce que l'on pourrait appeler un cordon de sécurité afin de prévenir les incendies. Parce qu'il faut le rappeler, dans les villages, la plupart des maisons étaient couvertes en paille, en chaume, et donc la moindre étincelle provenant du four pouvait causer un incendie qui toucherait tout le village. Donc la question de l'installation du four, elle est importante parce que c'est une question de sécurité publique, on va dire. Donc là, il y a un exemple très intéressant qui concerne le four du village de Dienne. C'est une question qui est réglée au sein du tribunal de justice du Seigneur, puisque en 1506, un habitant, Antoine Cusol, veut faire construire sa maison dans un emplacement à proximité du four. Les habitants se sont réunis au sein de ce tribunal pour se plaindre en fait auprès du Seigneur en disant qu'il ne peut pas construire sa maison si près du four, ça risquerait de causer des incendies. Donc pour juger cette affaire, le greffier du tribunal du seigneurial évoque le concept de l'utilité de la chose publique
Donc c'est un concept très savant, emprunté du droit romain, qui est convoqué par ce greffier qui a une petite formation juridique pour, en quelque sorte, contraindre l'habitant, Antoine Cuzone, à ne pas construire sa maison si près du four communal, four banal, pardon. Donc on voit que la construction du four, c'était une affaire très sérieuse et qu'on n'hésitait pas à sortir des grands concepts de droit romain pour contraindre les habitants. Donc finalement, le tribunal tranche pour une solution intermédiaire. Les habitants autorisent la construction de la maison, mais celle-ci devrait être couverte en tuiles, c'est-à-dire en lauzes dans la région, et non en paille pour limiter les incendies. Donc en ce qui concerne l'architecture de ces petites bâtisses, l'archéologie permet de nous renseigner. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate une très forte continuité entre l'époque médiévale, en tout cas de ce qu'on connaît de ces fours, et l'époque contemporaine la plus récente. Ce sont des petites structures qui finalement n'ont pas beaucoup changé de forme. Si on prend l'exemple auvergnat, que je connais mieux, on a la chance d'avoir un four qui a été fouillé par des archéologues au sein d'un village médiéval du XIIIe, XIVe siècle. Donc c'est le four d'Espinasse, vous avez le plan en bas à gauche de ce petit four. Ce four est constitué donc le four en lui-même, pardon, il est voûté, arrondi et couvert de lauzes. Il a été construit en pierre basaltique et il est précédé d'un fournil qui, lui, est de forme rectangulaire. La sole telle qu'elle a été retrouvée dans la fouille était en pierre de basalte et encore rougie par le feu, ce qui témoigne bien de l'usage en four de cette infrastructure. Donc les édifices sont généralement trapus, dotés d'une extrémité en cul de four et des murs épais, et précédés d'un fournil où était entreposé le combustible. Donc on voit bien le four d'Espinasse ressemble en fait tout à fait au four que vous avez en bas de Menée avec le fournil. Donc le fournil rectangulaire et le four arrondi. Mais tous les fours n'ont pas forcément cet espace devant le fournil. Vous voyez à Dienne, par exemple, il n'y a que la partie cuisson, pour la cuisson. Il existait aussi, surtout à partir du XVIe siècle, des fours privés situés directement dans les maisons pour les habitants qui en avaient obtenu l'autorisation du seigneur. Donc le mode de fabrication, de construction et de couverture de ces édifices change beaucoup en fonction des régions et des ressources locales. Donc en Auvergne, la pierre, on n'en manque pas, donc on construit volontiers en pierre. Ailleurs, la construction est en argile, comme on l'a vu sur l'enluminure, en pierre ou en brique, en Normandie par exemple. Et la couverture peut être soit en lauze, soit en tuile, donc en céramique. Mais bien sûr, le chaume est proscrit du fait du risque d'incendie. Celui qui est en charge de la cuisson du pain, c'est le fournier. C'est un personnage qui est souvent très impopulaire auprès de la population, un personnage parfois négatif dans les récits aussi médiévaux. Il représente en effet la contrainte seigneuriale et celui qui prélève la redevance. Donc c'est pour ça qu'il a cette aura un peu négative. Il est en charge donc de la cuisson du pain, des pâtons qui sont préparés par les habitants eux-mêmes ou bien par un boulanger qui pouvait avoir la mission de préparer le pain pour l'ensemble des habitants contre une petite rémunération. Et donc les pâtons préparés par le boulanger ou par les habitants sont amenés pour la fournée. Donc le métier de boulanger pouvait être féminin. On retrouve volontiers des femmes boulangères dans les villages, alors que le métier de fournier semble plutôt un métier masculin sous l'Ancien Régime. Des règlements pouvaient être mis en place pour limiter les abus et optimiser l'utilisation du four. Donc là, c'est la dernière diapo, je pense que je vais inverser. Si on pouvait passer. Ouais, encore une. Merci. J'ai juste inversé les deux diapos. Donc ici, vous voyez le règlement du four banal en 1769 dans un village bourguignon. Il y avait eu des abus, des problèmes, et donc le seigneur décide de mettre en place un règlement. Les habitants doivent ainsi prévenir le fournier de leur venue au moins une demi-journée avant, si ce n'est la veille, en précisant le nombre de pâtons qu'ils vont amener. L'objectif, c'est de rationaliser pour éviter qu'il y ait des fournées vides ou des fournées trop remplies.
On voit que 4 à 5 fournées étaient réalisées dans la semaine. Et le règlement impose aussi une taille minimale des pâtons pour éviter que les trop petits pains soient brûlés ou que, au contraire, les trop gros pains ne soient pas assez cuits. Et tous ceux qui ne respecteraient pas ce règlement devront payer 10 livres d'amende. Donc la cuisson du four, dans le four, elle est toujours payante, hein, même quand il s'agit d'un four communautaire. C'est la communauté qui prélève la taxe, tout simplement. Donc l'objectif, c'est de confectionner des miches de pain qui durent toute la semaine, qui durent parfois la quinzaine, et même dans certaines régions, c'est l'année entière. Le pain peut être consommé durant toute l'année. Donc ce pain, il est souvent dense, il peut être rassis aussi quand on arrive à la fin du morceau, hein. Et donc, il y a des pratiques alimentaires qui sont spécifiques, hein, liées à la consommation de ce pain à la mie très dense et parfois rassis, hein. On parle de companage pour cette pratique qui consiste à tremper le pain dans la soupe ou dans la boisson pour le ramollir. Certaines pratiques alimentaires régionales permettaient aussi d'éviter de recourir à la cuisson dans le four à pain, hein, pour éviter aussi de payer la taxe. On faisait par exemple des bouillies de céréales ou bien des galettes qu'on pouvait cuire chez soi directement sur le feu, hein, des galetous en Limousin, des bourrioles en Auvergne ou des mestouras dans les Pyrénées. Donc pour évoquer ce pain qui ne serait pas selon nos standards actuels finalement, hein, nous on le trouverait sans doute pas bon. En tout cas, c'est aussi l'avis du négociant brochelé d'Ange Girard au XVIIIe siècle qui décrit le pain des campagnes autour de La Rochelle, comme mal travaillé, mal cuit et sans croûte. Ça, c'est lié au fait qu'il n'y a pas assez de cuisson ou que ces cuissons coûtent trop cher pour être faites régulièrement. Et en 1760, les habitants de Manille-Régnier, en Vendée, demandent de faire chauffer le four banal 3 fois par semaine pour avoir du pain plus frais et éviter le pain rassis. Donc, après la Révolution française, les banalités sont supprimées, comme je l'ai dit, hein, en même temps que les privilèges, et les fours et les moulins deviennent communaux. On voit ainsi fleurir dans les campagnes de très nombreux fours particuliers ou privatifs, surtout dans les régions d'habitat dispersés, parce que ça les permettait tout simplement de limiter les déplacements journaliers des habitants. Donc là, on peut revenir au tableau précédent, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour donner simplement l'exemple de Compin, dans le Puy-de-Dôme, la commune de 837 habitants comptait 14 fours communs et 10 fours privés en 1836. Donc, c'est un habitat très dispersé et à chaque hameau correspondait son four. Au début du XXe siècle, cependant, hein, l'activité boulangère commence à se professionnaliser et se concentrer plutôt dans les bourgs et dans les villes, étant à être de moins en moins domestique. La conséquence, c'est que beaucoup de fours ont ainsi servi de carrière de pierre ou pour les construire des habitations, ou ont tout simplement disparu. Voilà, donc de nos jours, l'enjeu, c'est de redonner une place à ces édifices, hein, qui sont parfois très anciens, à la fois dans le paysage patrimonial, mais aussi au sein de la vie sociale et communautaire des villes et des quartiers. Mais je pense que les autres invités en parleront beaucoup mieux que moi. Voilà, je vous remercie. Pardon, merci beaucoup Joséphine, j'avais oublié de brancher mon micro. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi j'ai beau discuter déjà avec Joséphine, peut-être 2 fois et quelques fois de plus par mail, j'apprends toujours des choses, donc ça me passionne, notamment cette question de la sémantique en fait, que je trouve intéressante finalement pour marquer l'évolution de la représentation qu'on se fait des mots, les mots en fait résistant au temps. On va prendre une série de questions par rapport à l'intervention de Joséphine. Alors, je vais regarder s'il y en a dans le chat et sinon, n'hésitez pas à lever la main comme ça et on vous donnera la parole. Alors, déjà, des gens qui ont dit dans le chat que l'intervention était passionnante. Plusieurs ont partagé. Merci.
Voilà. Là, pour le coup, il y a consensus. Est-ce que, donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer. Alors, si, Romain demande, pouvez-vous préciser le changement de statut des fours en carrière de pierre? Oui, en fait, c'est au moment où le boulanger finalement devient un professionnel de la fabrication et de la cuisson du pain dans les villes et les bourgs. Les habitants ont beaucoup plus recours à l'achat directement du pain tout prêt, et donc on n'a plus besoin d'utiliser le four pour sa propre production de pain. Et donc, les fours laissés à l'abandon peuvent avoir été transformés en carrière de pierre, c'est-à-dire que bah, quand on construit sa maison, on va chercher la pierre la plus proche, et si le four qui n'est pas utilisé est là, on prend la pierre directement dans, dans le four. Voilà. Alors ça dépend des régions, hein, mais on recycle tout le temps le matériau dans les sociétés traditionnelles. Donc, voilà. Merci pour cette précision. Je crois qu'il y a encore une question. Alors, attendez. Hop. Je la vois. Est-ce qu'il y a des fours abandonnés dans les campagnes qui sont en cours de rénovation en France? Alors là, très, très certainement, mais je pourrais pas donner d'exemple précis. Je pense que sans doute Alors, les invités pourront en oui, parler. alors moi, ce qui se passe, c'est que je suis allée sur le site de la Fondation du patrimoine, puisque en fait, on les avait sollicités pour le webinaire 3 sur les moulins patrimoniaux. Et en fait, sur leur site, vous pouvez en effet en trouver. Alors, je ne sais plus si le moteur de recherche se fait au niveau national ou par délégation, mais en tout cas, j'en ai repéré quelques-uns. Et puis, après, de façon générale, aujourd'hui, il y a des fours anciens qui ont été restaurés, les intervenants, notamment Alain et au prochain webinaire, ce sera Gérard qui en parleront de leur propre expérience. Et donc après, on pourra parler également des liens dans les prochaines interventions pour ces restaurations entre des associations de citoyens et les collectivités. Parce qu'en effet, ces fours peuvent être pour certains dans le domaine privé, mais pour d'autres dans le domaine public. Voilà. Alors, Odile dit, ça m'impressionne toujours de voir comment les métiers se sont masculinisés. Avez-vous des pistes biblio sur ce passage long des boulangères aux boulangers? C'est une très bonne question parce que j'ai essayé de travailler là-dessus pendant ma thèse et j'ai pas trouvé beaucoup de bibliographie justement, en tout cas sur les boulangères. C'est encore des champs parce qu'on a très peu de sources, hein, tout simplement. Dans ma thèse, j'ai croisé une source qui concerne ces boulangères parce que elles doivent payer une amende parce qu'elles ont pas leur pain fait pas la bonne taille. Et donc le sergent passe, il inspecte tous les pains et voilà, ils doivent payer. Je peux essayer de regarder et éventuellement de faire passer, je sais pas par quel biais, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'Ancien Régime, au Moyen Âge, les femmes pouvaient exercer des métiers dans des domaines très particuliers. Donc, il y a le textile, l'alimentaire et la fabrication de la bière aussi était très féminin comme métier. Voilà. Mais en ce qui concerne la masculinisation de ces secteurs, là, je pourrais vraiment pas répondre. En plus, c'est quelque chose qui se passe à l'époque contemporaine et je suis pas spécialiste de cette période. Merci. Merci Joséphine pour ces apports. En tout cas, c'est vrai que c'était un aspect assez intéressant de voir comment les boulangères, en tout cas les femmes exerçaient un rôle très important, en tout cas sur l'alimentation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plutôt en effet de boulanger. Il y a une question de Bulle. À quel moment l'usage de ces fours collectifs est remplacé par des boulangeries? Y a-t-il un décalage entre ville et campagne? Alors c'est début du XXe siècle, vers 1910, en tout cas de ce que j'ai lu, où voilà, le boulanger devient un métier, un professionnel en fait. Et pour la question du décalage entre les villes et les campagnes, c'est une bonne question. Je travaille plus sur les campagnes, donc euh, je pourrais pas répondre précisément. C'est certain que dans les villes, ça allait plus vite parce que déjà, voilà, il y avait plus de capacité d'acheter facilement le pain que dans les campagnes, mais je pourrais pas répondre précisément.
Je me demande si Jacques n'avait pas levé la main à un moment donné. Oui, bah, moi c'était une petite question sur le coût du bois, parce que donc oui, j'étais frappé par c'est quelque chose que j'avais pas du tout envisagé, le fait que justement que la chauffe coûte cher. Et donc ce bois, il venait d'où? Parce que bah, on était dans un pays de bocage, et je me dis le bois, il venait des haies, il venait des coupes des frênes et du chêne. Et là oui, je suis un petit peu j'en voudrais un peu, s'en faire un peu plus, quoi. D'où vient ce bois qu'il payait? Alors, je pense que ça dépend beaucoup des espaces, parce que dans les seigneuries, alors déjà, il y a des espaces plus boisés que d'autres. Et puis, le seigneur accorde plus ou moins des droits pour prélever le bois. Donc, si c'est le seigneur qui est en charge du four, il va le prélever directement dans ses forêts seigneuriales, mais ça veut dire qu'il faut qu'il rémunère quelqu'un qui va aller chercher le bois, donc ça coûte cher aussi, même si la matière première lui est gratuite. Et pour les habitants, lorsqu'ils ont une concession, en fait, ils ont le droit d'utiliser et de gérer eux-mêmes le four, ça peut s'accompagner de droits d'usage aussi. Donc les habitants ont le droit d'aller prélever dans la forêt seigneuriale le bois nécessaire pour le four. Euh, donc généralement, ils n'ont pas le droit de couper des très beaux arbres, mais ils ont le droit de prélever tout ce qui est par terre, tout ce qui est tombé. Donc les branches, voilà. Et du Les- coup, dans le banc, est-ce que ce qui est inclus, c'est le fait de faire cuire le pain, y compris du coup le bois, ou est-ce qu'il y a un coût supplémentaire pour le bois? Non, la taxe, elle prend tout en fait. Ou, hein, C'est une taxe qui, en fait, ils payent la fournée, mais ça comprend, on va dire, les frais de service, c'est ça, c'est ça. c'est-à-dire le salaire du fournier, le combustible, l'entretien du four. C'est pour ça que, en fait, il y a pas mal de seniors qui préfèrent se séparer de cette gestion parce que ça leur coûte vraiment trop cher. Et le Et chemin aussi, j'imagine, le chemin d'accès, toutes ces choses-là, oui, oui. oui, oui. Et, Et il ouais. y a une réaction d'Alain, en effet, à la question précédente sur est-ce qu'il y a des fours anciens qui se restaurent. Alain dit en Belgique, les rénovations de fours anciens sont très répandues à côté de la construction de nouveaux fours. Une association donne des formations à la construction de fours. Il y a une réaction de Robin sur le retour des femmes dans le métier de boulanger grâce au développement des scopes et des pains au levain, des boulangeries au four à bois, des boulangeries solaires. Oui, en effet, sur peut-être une autre façon de faire boulanger, en effet. Et Euh, du coup, je reviens sur la question, je pense à quelque chose. Mais il y a aussi l'idée que au Moyen Âge et dans l'Ancien Régime, on n'est jamais vraiment spécialisé. La femme, elle est boulangère, certes, mais elle est aussi paysanne. Et elle gère aussi sa propre exploitation. Et au XXe siècle, la professionnalisation passe par une spécialisation. Et donc, euh, ça veut dire une formation. Et les formations étant plutôt réservées aux hommes, ça peut s'expliquer. Voilà, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte dans la masculinisation du métier. C'est le fait qu'on se spécialise, justement. et alors, il y a une question, c'est, en effet, c'est pas toujours rentable pour le seigneur d'avoir à entretenir le four, payer le fournier, etc., et puis le combustible. Et donc, est-ce qu'il y a des cas, en effet, où le Seigneur continue de maintenir ce système de banalité pour des relations de pouvoir, ou est-ce que dans le cas où c'est pas rentable, c'est systématiquement du coup délégué à une gestion villageoise? Alors en fait, effectivement, la dimension de pouvoir, elle est importante parce que même si c'est pas rentable, c'est son pouvoir de commandement qui est en jeu. Donc il peut, et puis les seniors n'ont pas tous une rationalité économique hein, comme la nôtre, c'est-à-dire que leur but c'est absolument pas d'être Mm. rentable ou de faire de l'argent. L'important c'est de maintenir un train de vie et voilà des apparences liées à leur rang. Donc ça peut, voilà, ils peuvent le garder même si c'est pas rentable. Certains ont au contraire l'envie de rationaliser, donc ils vont améliorer et le rendre rentable. Mais il n'y a pas forcément de lien de cause à effet, manque de rentabilité égale l'aide à la communauté. Parfois, le seigneur, il laisse un habitant s'en occuper, on dit qu'il afferme le moulin ou le four, et il prélève juste un loyer.
donc ils se débarrassent à moitié du problème. Aussi, il y a plein de possibilités. Hmm. Mais par exemple, en Auvergne, je dirais que c'est moitié-moitié. Il y a des fours qui sont la moitié qui sont banaux et l'autre moitié qui sont communautaires à la fin du Moyen Âge. Et c'est pour ça qu'il y a des habitants qui resquillent parce qu'ils vont aller dans le four communautaire du village voisin plutôt que d'aller dans le four banal de leur propre village. Et du coup, dans les peines, est-ce que c'était des peines économiques ou il y avait des peines plus fortes pour les récalcitrants? C'est une amende. C'est pas très élevé et du coup, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de fraude parce que l'amende en elle-même n'était pas très, c'était pas très contraignant. D'accord. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de frustration? D'autres questions? Je ne sais pas. Écoutez, on redonnera la parole à, à Joséphine en fin de... Ah, il y a une question. Quelles étaient les autres fonctions éventuelles des fourniers? Euh, Fonction, c'est-à-dire À part cuire le pain. euh, je, en fait, ça dépend. En tout cas, le fournier était aussi un paysan, c'est-à-dire qu'il avait son exploitation avec quelques terres. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de spécialisation dans les sociétés anciennes. Par contre, ils pouvaient parfois, alors c'est peut-être plus le meunier que le fournier, mais parfois ils avaient aussi une place plus importante parce qu'ils sont liés au seigneur. Et donc, ça peut être un peu ce qu'on appelle les coqs de village, c'est-à-dire les gens qui ont voilà, une place un peu plus importante au sein de la communauté. Mais je sais que ça vaut pour le meunier. Après, pour le fournier, je sais pas. En tout cas, c'est des personnages qui sont ambivalents parce qu'ils sont entre la communauté et le seigneur quand ils sont embauchés par le seigneur. Et donc, ils sont un peu à cheval entre ces deux univers. Hmm, mhm. Et un peu en conflit d'intérêts aussi. Oui. Hmm, hmm. Alors, il y a Sonia qui dit, il y a eu des évolutions d'usage sur certains territoires justifiées par la déforestation. Alors, je ne sais pas trop si on peut préciser cette remarque, Sonia, à Ballenberg en Suisse. Ah oui, mon micro est ouvert, je ne le savais pas. Ah, en fait, Ah, Il est Sonia. fermé maintenant. Ouais, ça y est, là, le micro vient d'être coupé, Sonia. alors, bon, bah, il fait un peu n'importe quoi aujourd'hui, l'ordinateur. Pardon. Et je crois qu'il a pris un peu d'eau dans le pad. Ah, Donc, et c'était que, il y a quelques années, on avait visité ce qu'on appelle le musée paysan à l'air ouvert dans la zone d'Interlaken en Suisse. Et l'anthropologue, déjà très âgé, à l'époque, qui nous a fait la visite, il nous a parlé du fait que les, ces fours partagés, ils avaient commencé à collectiviser seulement la chauffe, à obliger à que ce soit la cuisson ne soit pas faite dans des fours individuels, et après évoluer progressivement les stratégies de que ce soit une personne qui gère le four et après que ce soit une personne qui fasse la pâte, particulièrement parce qu'il y a eu des problématiques de déforestation, le conflit d'usage autour du bois de chauffage et une fois que les alpages avaient été trop déforestés, ça provoquait des coulées de boue dans les villages. Il nous avait expliqué comme ça un peu la naissance du métier de boulanger et pourquoi dans différentes communes dans ce territoire, ils avaient des pains avec des formes très, très, très spécifiées parce que c'était pour éviter les suspicions, avec des formes très travaillées, très décorées, pour éviter la suspicion de qu'on leur ait pris un morceau de pâte avant qu'on... Ok, merci. Oui, oui, en fait, c'est toute la question de la rationalisation de la production. Donc là, ça se traduit par ce que vous expliquez. Mais je pense que le règlement, la 1769 que j'ai montré, c'est ça aussi. C'est-à-dire, ça coûte, c'est contraignant d'allumer le four, ça coûte en bois, en combustible. Donc il s'agit de ne pas perdre cette énergie-là bêtement en surcuisant, en sous-cuisant, en ayant des fournées qui sont à moitié vides. Et donc, on essaye de rationaliser pour économiser aussi voilà, la combustion parce que
l'accès au bois est toujours un problème. Pas que pour le four, hein, pour tout. Pour le chauffage dans les maisons, pour la construction. Le Seigneur, il réglemente beaucoup ça, justement aussi pour éviter des prélèvements abusifs dans les forêts. On a d'autres réactions. Donc, Marie qui dit, j'ai toujours été un peu surprise de Fourbaneau dans le Morvan et en Bourgogne. Pardon, du peu de Fourbaneau dans le Morvan et en Bourgogne. Est-ce qu'il y a des régions sans seigneur ou est-ce qu'ils ont tous complètement disparu? Alors, il n'y avait pas de région sans seigneur, ça c'est certain. Après, la seigneurie pouvait être plus ou moins contraignante en fonction des régions. Et il y a des régions où le seigneur il est très lointain, c'est un grand prince, donc on le voit jamais. Alors qu'en Auvergne, c'est vrai que c'est des petits seigneurs très locaux, donc il y a peut-être plus de Fourbaneaux. Je pourrais pas répondre sur précisément sur le Morvan ou la Bourgogne, je connais pas assez, mais ça peut s'expliquer par voilà le fait que les seigneurs étaient moins présents localement. Et après, il y a une réaction de Sabine. On revient sur ce sujet de la boulangerie masculine. Le milieu de la boulangerie est toujours très féodal et masculiniste. C'est dans l'univers du pain au levain qu'on retrouve de douceur et l'esprit collectif y est plus présent, dû à l'absence de farine dite de force issue de la production industrielle agricole. Voilà. Donc, c'est une remarque sur peut-être ce qui expliquerait que finalement, le métier de boulanger trouve plus ou moins de femmes selon la façon dont on fait le pain. Après, je dirais juste que justement, il n'est pas très féodal, puisque au Moyen Âge, c'est les femmes qui font le pain. Mm. Donc, je dirais presque l'inverse finalement. Mhm. Mhm. Je vous propose peut-être de passer à une discussion avec les autres intervenants pour ne pas perdre vos questions. Je vous invite à les garder et puis certainement que d'autres surgiront. Je vous propose Aluna. J'ai vu qu'il y avait Sabine aussi. Peut-être Sabine aura envie de dire un petit mot. Jacques également. Je ne sais pas Sylvia si je la vois. Oui, Sylvia, là, Sylvia. Et Alain. Voilà, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez vous présenter, mais je vous laisse libre de choisir. Alors, c'est une présentation rapide et ensuite on sera en format table ronde. Rapide, vous contextualisez, vous, comment vous en êtes arrivé au four ou comment le four est arrivé à vous et où est-ce que vous êtes géographiquement localisé et de quoi, avec quelle expérience vous venez à nous. Voilà. Euh, J'y vais. Allez, Voilà, donc moi je m'appelle Alain Dornach, hein. Je fais partie d'une association de bénévoles qui anime deux fours à pain communautaires à deux endroits à Bruxelles, donc en Belgique. L'équipe compte environ une petite vingtaine de volontaires et chaque mois nous organisons ce qu'on appelle des fournées banales. Nous, très intéressant hein, de voir l'évolution de ce mot. Nous chauffons les fours et les habitants viennent cuire leur pain dans une ambiance conviviale. Alors, 5 ou 6 fois par an, nous donnons des formations à la boulangerie traditionnelle, bio et au levain. Notre but est de démontrer dans ces formations que faire du pain de qualité chez soi, c'est facile et hautement profitable en termes de santé et de qualité gustative. Alors l'année prochaine, nous allons fêter nos 20 ans d'existence. Donc à l'origine, je faisais partie avec deux, trois personnes qui sont toujours dans l'équipe d'une association de protection de la nature. Et sur l'un des sites que nous gérions, à côté d'une grande ancienne ferme, il y avait un fournil en ruine. La première idée était de faire une reconstitution historique de la boulangerie ancienne. Et rapidement, le projet est devenu une recherche et un partage sur la boulangerie de qualité. Nous avons été rejoints et aidés par des personnes expérimentées. La première action
a été la rénovation du four. Et il y a 20 ans, il faut savoir que les fours à pain communautaires anciens, c'était pas à la mode. Et on a mis un an avant de trouver une personne qui pouvait nous aider dans la rénovation de ce four. Alors, une fois rénové, nous sommes formés à la boulangerie avec l'aide de boulangers. Nous avons régulièrement, depuis le début, bénéficié de la présence de boulangers professionnels eux-mêmes, très intéressés par notre four, parce que dans les écoles de boulangerie actuelles, rien n'est enseigné sur la conduite des fours à bois traditionnels. Alors, comme très vite, nous avons organisé des formations pour le public. L'un des membres de l'association expérimenté a rédigé en support des formations. Un petit traité de boulangerie, je vais vous le montrer. Si tu peux, voilà. Voilà. Parce que maintenant, il y a plein de bouquins sur la boulangerie traditionnelle. À l'époque, ben, il n'y en avait pas. Quel est l'auteur du livre pour les personnes qui... C'est David Toignier. David Twigny. Ok, on mettra la référence. Il fait partie depuis le début du projet. Il est toujours dans l'association. Et régulièrement, là, c'est la cinquième édition. Il remet à jour l'info qui est dedans avec les nouvelles connaissances. Euh, alors, l'idée est venue aussi des fournées banales qui permettaient de valoriser mieux les fours en les ouvrant plus souvent au public. Et aussi, ça avait l'avantage de garder les fours secs, donc ce qui nous permettait de ne plus devoir dérumer, c'est-à-dire sécher laborieusement les fours chaque année pour pouvoir faire les formations. Alors, en mai 2025, donc il y a pas longtemps, nous avons inauguré un tout nouveau four que nous avons construit dans une autre commune de Bruxelles, à côté de l'ancien moulin à vent des Verts. Et juste, Alain, ça serait possible sur les photos de décrire lequel est l'ancien et lequel est le nouveau? Euh, ben, au milieu, c'est notre fournil ancien. Mhm. Et la photo de gauche, c'est Aziz, le gars qui fait le plus souvent les chauffe chez nous, qui est devant le four ancien. Et à droite, ben, vous voyez, il y a encore les barrières de protection du chantier autour. Ça, c'est le nouveau four. Il y a encore un petit peu de rajoatoiement, de solin installé, donc, mais il est déjà opérationnel. Mhm. Euh, donc là, le four que vous voyez là à droite, il est construit juste à côté d'un ancien moulin à vent, mais qui déjà à la fin du 19e siècle a été transformé en moulin à vapeur. C'est un moulin à vent conique en briques. Alors là, on y bénéficie dans les bâtiments du moulin, qui est maintenant un musée de l'alimentation. On bénéficie d'une cuisine équipée avec de l'eau chaude même, une salle de conférence, l'électricité, du chauffage, des toilettes, en fait, tout ce qu'on n'avait pas dans notre four ancien. Donc c'est vraiment le confort, ça va nous permettre aussi de faire plus de formations si on le veut, même en plein hiver. Alors on a, euh, voilà. Alors nous avons lancé il y a quelques années, on a essayé de lancer un réseau des fours à pain, parce que il faut savoir qu'à Bruxelles, chaque année à peu près, il y a un four qui se construit, un nouveau four communautaire qui se construit dans les quartiers. Et donc, ben, l'idée, c'était un peu de fédérer, de voir les besoins, essayer d'épauler, mais ça n'a pas vraiment pris. Souvent, c'est presque systématiquement, ces projets, c'est un projet d'habitants qui est un peu fermé sur le quartier et pas très ouvert à des collaborations. Malgré tout, ben, régulièrement, on va épauler, aider des projets. Du moment que c'est des projets communautaires, on va, allez, ça nous intéresse d'aller aider et on va
On va même à travers la Belgique à pas mal d'endroits, même parfois assez loin de Bruxelles, pour épauler des associations ou des personnes qui ont des projets communautaires. Donc c'est toujours assez riche et ça fait beaucoup d'échanges et on reste souvent en contact avec ces personnes. Alors, donc nous, ça fait 20 ans qu'on est dans les fours banals et les fours communautaires, et on a vraiment vu une évolution de la population, hein. Au début, c'était un petit peu folklorique, je veux dire. Les personnes venaient pour passer une bonne journée à apprendre à faire du pain dans un four. Maintenant, c'est vraiment, on répond vraiment à un besoin. Il y a de plus en plus de personnes qui sont conscients de l'alimentation saine et aussi la qualité gustative, hein, comme j'en ai déjà parlé, des pains. Donc on voit vraiment une évolution très importante sociologiquement des personnes qui viennent chez nous. Ce qu'on voit aussi, c'est que Bruxelles, c'est une ville cosmopolite, hein. Il y a les communautés européennes, il y a l'OTAN, il y a différents organismes internationaux. Il y a aussi une population immigrée marocaine, turque et d'autres nationalités, des gens qui, dans leur pays, ont encore une expérience, une culture des fours à pain. Dans certains villages, ça fonctionne toujours. Et donc, il y a toujours des échanges, mais hyper intéressants avec ces personnes qui, elles, ont toujours vécu avec des fours à pain traditionnels. Alors, on a parlé, je vais dire un petit mot sur le bois, hein. Comment nous, on se débrouille pour le bois. En fait, pour notre ancien four, donc comme il est sur un site naturel et que on a toujours des contacts avec l'association qui fait la gestion naturelle du site, ils nous fournissent en bois. C'est dans le deal qu'on a avec eux. Quand ils font l'élagage des saules, quand il y a un arbre mort ou quoi, eh bien, on récupère le bois pour nos fournées. Alors, dans le nouveau four, donc ça c'est un four, là on a un contact avec la commune à qui appartient le moulin à vent qui est à côté, le musée de l'alimentation. Et là, c'est les services des espaces verts qui nous fournissent en bois. Alors, il y a aussi les fagots qu'on peut faire avec les élagages des arbres d'alignement dans les rues. Et quand ils ont un abattage, euh, ils peuvent aussi nous fournir en bois, à charge pour nous de sécher le bois. Euh, Globalement, je vais dire que mais en France aussi, hein, j'imagine, il y a des anciens fours un peu partout qui ne sont pas utilisés et on est en train de vivre la disparition d'une bonne partie de ce patrimoine parce que dès que la pluie pénètre sur la voûte du four assez vite, le four se détruit. Il y en a quand même pas mal qui disparaissent et on en est témoin encore maintenant. En même temps, il y a un mouvement de rénovation de certains fours mais il y a quand même une grosse perte de patrimoine de ce côté-là. On se bat pour un four dans une autre commune bruxelloise, un magnifique fournil qui ressemble très fort à notre four ancien. Et là, il faut 40 000 euros pour la rénovation. Il y a la toiture qui s'écroule, mais le four lui-même est tellement en bon état qu'on a pu faire une fournée test mais comme il faut rentrer là-dedans avec des cases de chantier, c'est pas possible de l'ouvrir au public et d'utiliser régulièrement. Mais on ne trouve pas les moyens pour sa rénovation. Et il y a un autre petit four qui est un peu dans la même situation à un autre endroit. Alors on parlait des usages du four, hein, des fours à bois. Les fours anciens, on ne faisait pas que des pains, hein. C'est vrai que il y a des tartes, évidemment. Maintenant, évidemment, c'est la mode des pizzas et régulièrement, on utilise les fours pour ça. Mais il y avait aussi les plats mijotés, hein. Une fois que le pain est cuit, vous pouvez mettre la casserole dans le four parce que le four est encore bien chaud et le plat va mijoter pendant toute la nuit. Le lendemain, vous avez un plat délicieux.
Et alors j'ai entendu, j'ai jamais fait, on n'a pas cette expérience, mais apparemment, on séchait aussi les fruits à la fin. Nous, ce qu'on fait pour profiter encore de la chaleur du four, à la fin, c'est qu'on met le bois à sécher de la fournée suivante. Comme ça, la fois suivante, bon, on a, on a un bois qui est très sec. Voilà, en résumé, hein. Eh ben, très bien, merci beaucoup Alain, merci beaucoup Alain, c'était vraiment très complet. Et en même temps, je lisais une autre réaction et on prendra un temps pour lire les réactions après les quatre présentations. À la suite, j'aurais envie de donner la parole peut-être à Luna pour donner un deuxième contexte un peu urbain. Oui, bonjour. Donc moi, je fais partie du collectif ETC. On est un collectif d'architectes constructrices. Donc on accompagne des gens dans des projets où du coup on dessine avec eux, on fait de la co-conception et on fait aussi de la co-construction. Donc on est aussi artisans et artisanes et on construit en chantier participatif nos projets. Et on a été contacté par l'association Urbanisme et Démocratie, qui est basée à Paris, dans le 14e arrondissement, euh, et qui est enfin, qui est à l'initiative d'un projet de four à pain dans un jardin partagé. Euh, et il y a Sabine qui est là, je ne sais pas si tu veux présenter l'association, peut-être tu le feras mieux que moi. Je peux, bien sûr, coucou. Très rapidement, c'est une association Urbanisme et Démocratie qui a 30 ans. C'est une asso qui est née dans des sujets de lutte urbaine pour donner l'occasion aux habitants de exprimer leurs besoins et de les réaliser. En gros, c'est une expérience, une grande aventure collective où on a fait l'expérience qu'ensemble, on peut parfois obtenir un peu de pouvoir sur sa vie. Et du coup, il y a eu plusieurs projets qui ont été, grâce au quartier, qui ont pu être abandonnés, une grande arche à la place d'un jardin, etc. Euh, on a créé un jardin partagé, une pension de famille, un café associatif, où j'inviterai bien ce webinaire d'ailleurs. Le four à pain est le dernier projet qui a émergé grâce au fait qu'on occupe des espaces dans la ville. On a défendu des espaces quand l'urbanisme voulait enlever des espaces de rencontre. Et dans ces espaces de rencontre, il y a toujours des idées qui émergent. Et ce four est un peu le dernier projet en date. Et on a heureusement, enfin, on a eu de la chance d'avoir une subvention et donc le collectif, etc. C'était largement le collectif d'architectes avec lesquels on s'est senti le plus en phase pour nous accompagner pour un chantier participatif. Et juste Sabine, petite question. Urbanisme et démocratie, est-ce que c'est uniquement à Paris ou également dans d'autres endroits? C'est uniquement dans notre quartier. D'accord. Enfin, ça pourrait être chouette. D'accord, d'accord. Merci. Merci. Et juste pour faire un petit résumé de où on en est du projet, donc on a commencé enfin, Urbanisme et Démocratie avait déjà un four mobile qui trimballait un peu dans le quartier, qui fonctionnait bien. Et du coup, là, le processus de construction du nouveau four, on a commencé à faire d'abord toute une phase d'atelier dans le quartier où on a utilisé le four mobile, on a fait des balades à travers les jardins partagés du 14e, avec aussi une association qui s'appelle Graines de 14e. Euh, on a fait des ateliers de cuisine, voilà, pour essayer de commencer à fédérer un peu une future communauté autour de l'usage de ce four, autour de l'alimentation et du pain en ville. Donc on a commencé les ateliers en 2020, fin 2024, début 2025. Et 2018. ouais, En 2018, ouais. donc ça c'est le jardin partagé, le jardin des Thermopyles. Et, Et ensuite, on a commencé le chantier au mois de septembre. Euh,
on a fait une première semaine de chantier où on a construit l'abri du four. On voit sur la photo de gauche. On est revenu au mois de novembre pour faire cette fois-ci toute la partie en briques, donc avec un artisan spécialiste de la construction du four et de la voûte. Donc ça, c'était au mois de novembre. Et là, on a encore un... Voilà. Et on a aussi fait des montants qui vont accueillir le futur plan de travail. Donc ça va être un four avec une grande cuisine collective autour pour pouvoir cuisiner et se retrouver. Et donc ça, c'était le chantier du mois de novembre. Et il reste encore trois phases de chantier où on va finir la cuisine, la terrasse, les placards, etc. Donc ça va être pas seulement un four à pain, mais aussi un lieu de vie pour pouvoir se retrouver et cuisiner et enfourner. Voilà, en résumé. Oui, l'aventure avec le four mobile, elle a été lancée par Graines de Quatorziens qui organise un banquet de pain depuis 10 ans. Nous, au niveau de l'asso, on a récupéré ce four à pain qui était rangé à la ferme du Bonheur à Nanterre chaque fois quand le banquet était fini. Et on s'est dit, on va le prendre dans notre jardin partagé. Et on a commencé à sillonner euh, beaucoup avec des femmes d'ailleurs qui spontanément se présentaient. Et quand j'ai fait ma formation de boulangère, j'ai commencé des ateliers et on est on est à fond avec un centre socioculturel à la Porte de Vanves, qui est un quartier très multiculturel. Et je confirme ce que disait Alain sur oui, toutes ces cultures qui ont encore le souvenir d'un four à pain dans leur enfance. Et enfin, une fois par mois, on se régale depuis 8 ans maintenant. Et, euh, et Et maintenant, on va bientôt avoir un four construit. Avec André Houguet, qui lui est un constructeur de fours à pain en France. Il a construit les fours à pain des fermes des amas Île-de-France. Il y a 3 fermes en région parisienne qui ont été créées par AMAP Île-de-France et Terre de Liens. Et toutes les 3 ont une boulangerie, soit avec des fours belges, soit avec un four maçonné dans le cas de la ferme de Toussac, c'est André Houguet qui l'a construit. Et c'était un honneur pour nous que le collectif, etc., l'embarque dans l'aventure. Et petite précision, je ne perds pas de vue toutes les questions du chat et il y en a beaucoup. Mais petite question juste de précision, est-ce que le four est construit sur l'espace public? C'est un espace public ou privé? Public de la ville de Paris. Public de la ville de Paris. Très bien. Merci pour cette intervention. Et notez également que dans le prochain webinaire sur les fours et moulins mobiles, on a invité le Secours catholique de Vauvert qui nous parlera de son expérience de four mobile sur le village, quoi le village, la petite ville de Vauvert dans le Gard. Voilà. On va peut-être laisser la parole. Alors, je vous laisse choisir entre Sylvia et Jacques. Allez. Allez, Sylvia se lance. Merci Juliette pour l'invitation à partager notre expérience. Donc, je suis chargée de mission patrimoine culturel au parc naturel régional du Massif des Bauges, donc un territoire qui est situé sur 2 départements, donc Savoie et Haute-Savoie, entouré par les villes d'Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Albertville. Et il y a donc 70 communes qui font partie de notre territoire, donc un territoire qui est voilà, très rural à l'intérieur et voilà, avec des villages plus périurbains dans les Piémonts. On peut compter sur notre territoire, euh, disons, environ plus de 200 fours. Donc, presque tous les hameaux comptent un four. Et voilà, il y a eu un inventaire, mais qui est en cours et il y a sûrement plus de 200 fours voilà, qui sont sur le territoire. Et parmi ces Juste fours, Sylvia, je coupe alors à ce moment-là, c'est que Emmanuel, euh, dans le chat, nous dit qu'il a fait une cartographie des fours à pain à partir de différentes sources. Il nous a mis le lien. Et je ne sais pas si dans le recensement que vous avez fait sur le PNR des Vosges et cette carte, il y a un lien, ou s'il pourrait y avoir un lien pour que ces 200 fours puissent être référencés.
J'imagine qu'Emmanuel serait intéressé. Oui, ben, il y a du coup qui participe au chat, il y a aussi mon collègue Jérôme qui voilà, il est en charge de tout ce volet inventaire du patrimoine bâti, donc il pourra peut-être faire le lien avec la personne dans le- D'accord. Alors du coup, dans la discussion, en effet, on reprendra ce point-là. Pardon. Vas-y. Et donc parmi ces fours, on peut dire qu'il y en a au moins la moitié qui a été restaurée et qui fonctionne. Donc, le parc a lancé, ça fait plus de 20 ans, des actions de restauration, donc a mis en place un fonds d'aide pour la restauration du patrimoine bâti. Et effectivement, donc, les forpats font partie du patrimoine du territoire. Et donc, patrimoine bâti, mais pas que, parce qu'autour des fours, il y a aussi des savoir-faire. Les fours sont des lieux d'échange, de transmission, de partage. Et en 2017, donc, le parc faisait partie d'un projet européen autour du patrimoine alimentaire alpin. Et donc, nous nous sommes retrouvés à côté d'autres territoires, donc de la France jusqu'à la Slovénie, à partager des initiatives et des actions. Et parmi les actions, donc, nous avons organisé un voyage d'études en Vallée d'Aoste à la découverte d'une fête qui existait depuis 2015, donc une initiative qui s'appelle le pan Noir. Donc, ça signifie en patois le pain noir. Donc, c'est du coup le pain de seigle qui était du coup revalorisé, euh, toute une filière, la redynamisation d'une filière de seigle. Et cette fête occupait, pendant cette fête, il y avait donc plus de 50 fours dans la région du Val d'Aoste qui étaient rallumés pendant un week-end. Donc, nous avions organisé un bus avec des associations, quelques boulangers, des élus. Et voilà, on était très touchés déjà par l'accueil, la dynamique, l'enthousiasme, le partage intergénérationnel. Et de retour donc, chez nous, dans le massif des Vosges, on était tous unanimes pour refaire quelque chose dans notre territoire. Donc, on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur une date comme à Vallée d'Aoste. Et du coup, voilà, chez nous, ça a pris une forme un petit peu différente. Donc, c'est la fête au four qui, du coup, s'est mise en place dès 2018 à travers le territoire et voilà, étalé sur plutôt le temps de l'automne, avec ben, la première année, plus de 40 fours qui se sont animés comment dire, mis, sous des formats différents. Donc la fête prend des formes différentes en fonction des associations, des habitants. Et donc le parc a ce rôle un petit peu de coordonner, de fédérer ces initiatives. Et par exemple, là, on voit la brochure de la première édition voilà, sur une commune. Parfois, il y a aussi des petites initiatives culturelles qui se mettent en place. Mais voilà, la fête peut prendre des dimensions très différentes. Parfois, c'est vraiment quelque chose de très local pour les habitants du hameau. Donc, un repas partagé, euh, un temps de transmission aussi, de recettes, etc. Euh, oui, tu peux poursuivre. En fait, voilà, c'est plusieurs exemples qui illustrent un petit peu des fours qui peuvent être très, donc, dans des situations très champêtres ou plus urbaines. Là, c'est la brochure de l'édition 2020. Et ensuite, donc, peut-être on peut voir, voilà, ça c'est un petit atelier pour les enfants. Donc, c'est un boulanger, un paysan boulanger qui a organisé cet atelier. Et voilà, un autre atelier avec des familles. Euh, c'est toujours des moments de transmission passionnants. Voilà. Donc voilà l'affiche 2022 et donc le parc dans ce rôle aussi de fédérateur et aussi dans cette volonté de partager et transmettre les savoir-faire que ces fours vivent. Donc a organisé également des formations pour les associations et euh, oui, et les habitants qui font vivre les fours à pain, donc avec des boulangers professionnels. Donc, formation, déjà, voilà, la chauffe du four,
à la fabrication du pain au levain. Pour essayer voilà, de pouvoir profiter au mieux de ces outils voilà, restaurés une fois qu'ils ont été restaurés. Et voilà, donc ça, c'était un autre exemple. Et dans cette volonté aussi de fédérer le territoire et les initiatives locales et aussi d'interconnaissance entre les associations, parce que c'est vrai que c'est des bassins de vie très différents. Euh, les associations n'ont pas forcément l'occasion de se retrouver d'un côté et de l'autre du territoire. Et donc, on a organisé un autre voyage d'études en 2023 à Villard-d'Arène, donc une commune euh, des Alpes où il y a une fête très ancienne, c'est la fête du pain bouilli. Voilà, c'était aussi l'occasion de rencontrer une autre communauté qui a su revaloriser, revitaliser une ancienne fête. Donc là, c'est du pain de seigle. Et voilà, créer des liens aussi entre les habitants de notre territoire et avec notre communauté. Ça, c'est la fête du pain bouilli, c'est la photo ici? Exactement, ouais. En fait, D'accord. c'est des gros pavés de seigle. euh, la farine est mélangée avec du pain bouillant. Donc, c'est un travail très, très dur. Donc, voilà, c'est plutôt les hommes qui pétrissent avec des bâtons. Après, il y a ces gros pains qui se conservent pendant des mois. Donc, on est reparti. Donc, ils nous ont offert des pains quand on est reparti. On essaie de les partager, mais on n'est pas arrivé avec un couteau tellement c'est vraiment, la croûte est vraiment dure. Et voilà, on les a découpés à la scie, en fait. Mais voilà, c'était bon quand même. Très intéressant, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Je vois que le chat se remplit beaucoup, beaucoup. Euh, alors, il y a une question vraiment sur l'intervention de Sylvia qui a une demande de précision. Quel type de boulanger ces événements incluent-ils? Est-ce qu'il y a aussi des boulangeries conventionnelles et est-ce que ces boulangeries conventionnelles sont impliquées dans les fêtes? Alors, effectivement, il y a plusieurs boulangeries sur le territoire et donc il y a aussi une boulangerie un peu pionnière euh, du pain bio au levain qui existe depuis 40 ans sur le territoire et qui participe à la fête en fournissant des bâtons, par exemple, à des fours voisins. Il y a aussi des boulangers qui travaillent à la boulangerie qui sont impliqués localement, comment dire, à titre personnel dans des fêtes de village. Des fours, parfois, parfois les habitants qui animent les fours font leurs pâtes, mais parfois font appel aussi à des boulangers et ça peut être des boulangers conventionnels ou qui travaillent au levain. On a un peu tous les cas de figure. Merci Sylvia. On va passer à l'intervention de Jacques. Oui, donc bonjour. Donc Jacques, moi je suis donc notre association ABC est située à côté de Nantes, à la montagne, sur la route de Pornic. C'est une petite commune en superficie parce qu'elle fait 2 km sur 2 km, mais il y a 6 000 habitants. Et donc ABC, c'est une association qui a 5, 6 ans, oui. Bon voilà, une association qui est fondée sur le partage des savoirs d'une manière désintéressée. L'adhésion est gratuite, et il suffit d'être d'accord avec les statuts, qui stipulent notamment que les rapports humains ne peuvent se réduire à une marchandisation de ceux-ci, et que la cohésion d'une société passe par l'échange. Voilà, donc c'est nos gros principes. Et donc on fait des ateliers. Donc on a fait des ateliers bière parce que voilà, quelqu'un savait faire de la bière. Donc voilà, bon, je vais apprendre à faire de la bière à ceux qui le souhaitent. On fait une information sur les réseaux sociaux, par la presse, et puis voilà, s'inscrit qui veut. Il y a eu une formation grelinette, fabriquer une grelinette, mais aussi apprendre à souder, faire de la vannerie.
de la vannerie en osier, puis ensuite de la vannerie avec des ronces. Il y a une formation premier secours, enfin, vous voyez, donc divers ateliers, nichoirs. Et puis un jour, à une assemblée, une personne a souhaité apprendre à faire, à travailler la terre pour la construction. Elle disait, moi, j'aimerais construire chez moi un four et un four en terre paille. Alors, on a dit, bah oui, bah, c'est intéressant, hein. Et puis surtout qu'il y avait une personne qui était dans l'association qui avait construit sa maison en terre paille. Et donc, bon, j'ai très intéressé par le projet et on a dit, bah oui, d'accord, on fait faire ça, mais on va pas le faire chez toi, on va le faire sur le lieu public. Et donc, au début, le projet était donc de faire ce petit four en terre paille qui a ensuite été terre-foin. Euh, on ne savait pas trop où le faire, mais bon, on en avait bien quelques idées sur la voie publique. On disait, bon, on va demander à la commune où est-ce qu'on pourrait s'installer, voilà, voilà. Et puis finalement, il y a eu un appel à projet. On souhaitait aussi faire ce four qu'avec des matériaux de récupération. La terre, la paille, c'est facile. Et puis après, on disait, bon, bah, on trouvera bien, on trouvera bien. Et puis finalement, il y a eu un appel à projet de la municipalité qui nous a permis bah, d'aller un petit peu plus loin dans notre projet, notamment d'utiliser oui, un petit bruit. D'utiliser les médias communaux bah, pour sonder un peu la population sur le lieu où est-ce qu'ils souhaiteraient faire, si ce four était implanté, est-ce qu'ils souhaiteraient le faire dans tel endroit de la commune, et de faire un petit sondage. Et donc, il a été comme ça choisi un lieu qui n'était absolument pas le lieu choisi au départ préféré par la commune. Mais bon, la commune a joué le jeu. Bon, voilà, vous avez décidé de ce lieu. Bon, voilà, c'était derrière une école, bah, c'est derrière une école. Et bah, tant pis, bah, voilà, c'est pas notre souhait, mais on va le faire là-bas. Et donc, par cet appel à projet, il y a aussi un financement qui nous a permis d'aller un peu plus loin dans le four, puisque le four lui-même d'abord été construit dans un hangar, donc terre paille, des ateliers. Bon, voilà, ça, ça a duré un mois. Ça aurait pu durer beaucoup moins longtemps, hein, mais voilà, on voulait prendre notre temps. Et puis, on a pris beaucoup de temps à réfléchir, à discuter. C'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce projet, il a, tous les échanges que nous avons pu avoir. Donc, il a été construit dans un hangar. Puis ensuite, on a construit le socle au lieu prévu qui nous était destiné. Et puis ensuite, on est allé donc à Notre-Dame-des-Landes, à la scierie, euh, la scierie Bocagère. Et donc, grâce aux subventions municipales, on a pu avoir du bois et donc construire la charpente pour protéger ce four. Et puis, un autre ce qui pourrait être un fournil à côté, un autre abri, mais qui sert aussi à la confection du pain et puis à mettre des tables. Là, on est en train de construire des tables pour justement lors des chauffes, que les gens puissent se réunir. Puisque le projet du four, c'est surtout de faire un lieu où les gens puissent se rencontrer, puissent échanger, puissent faire des fêtes et puis voilà, se rencontrer. Puisque un des projets de l'association, bon, c'est un bien grand mot, mais c'est de lutter contre le fascisme. Et on se dit que si les gens se connaissent, eh ben, c'est beaucoup plus simple pour avoir des échanges qui ne soient pas des échanges conflictuels. Et donc voilà, c'est pour ça donc ce four qui est un four très modeste hein, par rapport au four d'Alain. On peut faire qu'une fournée d'une douzaine de pains, on peut faire deux fournées, mais voilà, mais on peut aussi faire des fours, une chauffe ouverte, où on peut faire des pizzas, des fouets, et, par cela, donc le four est ouvert aux associations, puisqu'on a fait une formation chauffe, mais aussi fabrication du pain qui était ouverte aux associations. Et puis aussi, le four est ouvert au public, au public, aux familles, à toute personne qui souhaite faire
un repas de famille, une fête sur ce lieu pour utiliser le four comme moment convivial. Voilà, j'en dirai pas D'accord. plus. Après, si vous avez des questions, ben, je Bah alors du suis... coup, ce que je propose maintenant, puisqu'il nous reste une demi-heure, je vais prendre quelques échanges du chat et ensuite vous adresser quelques questions communes à tous les quatre. Et je vous laisserai répondre dans l'ordre que vous souhaitez. Alors simplement, il y a eu une demande de précision sur pourquoi est-ce qu'il faut absolument un four sec. Et donc Alain l'a précisé dans le chat, donc pas de problème vis-à-vis de ça. Ensuite, il y a Emmanuel qui a parlé de la cartographie donc ouverte qu'il est en train de créer des différents fours collectifs. Donc si vous, j'imagine Emmanuel que si les intervenants veulent partager des informations sur cette carte, c'est possible en direct. Il n'y a pas besoin de passer par quelqu'un pour la saisie. Oui, tout à fait. La contribution est totalement directe et totalement libre, hein. Il n'y a pas de problématique. Euh, L'idée, c'est de faire en sorte que les indications soient suffisamment précises pour qu'on puisse les reporter sur la cartographie d'origine, en fait, qui est sur OpenStreetMap. Donc, notamment de bien spécifier le bâtiment qui est concerné et pas juste de mettre une indication sur un quartier ou un hameau, parce que c'est pas suffisamment précis. Voilà. Et je vais rajouter un lien vers une page qui décrit comment la carte est construite et comment on peut y contribuer de différentes façons. Il y a une façon un peu très rapide qui permet juste de mettre une épingle sur la cartographie que j'ai partagée. Et il y a une D'accord. façon plus fine en utilisant OpenStreetMap, qui est une cartographie collaborative, tout domaine confondu. Voilà. D'accord, merci en tout cas pour cette initiative. Ça s'inscrit dans quel cadre? Il n'y a pas de cas de particulier, c'est un intérêt personnel pour les technologies dites low-tech, des technologies sobres. Et là, je m'étais rendu compte que les fours à pain, en fait, il y en a beaucoup plus que ce que j'avais imaginé au début et que ils sont assez peu repérés. Enfin, il y a plein d'endroits différents où c'est disponible, mais pas, c'est pas regroupé. Donc, je m'étais dit que c'était intéressant de collecter ça et puis d'essayer d'en faire un projet collaboratif. Et actuellement, il y en a combien qui sont recensés? Là, sur la cartographie, il y en a, je n'ai pas vraiment vérifié, mais il doit y en avoir 800 ou 900 qui sont référencés. Mais je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus Bien sûr. qui manquent. Il y a des régions entières où il y a pratiquement rien qui est spécifié. C'est pas très normal. Enfin, ça me paraît pas représentatif. Hmm. Jérôme disait que d'ailleurs sur les 200 fours qui a priori sont présents dans les Bauges, il y en a 88 qui ont fait l'objet d'une fiche, qu'il y en a Ouais. d'autres qui vont être... Jérôme, j'imagine que vous êtes le collègue de Sylvia, du coup, qui est chargé du patrimoine, non? C'est pas ça? Ah oui. C'est ça, d'accord. Très bien. Je ne sais pas de quelle façon il peut y avoir de l'interopérabilité de données, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant comme initiative et merci Emmanuel de l'avoir partagé. Moi, j'en garderai trace en tout cas dans mes futures recherches. Merci. Euh, Jérôme, merci pour le partage également donc de la liste des moulins qui est actuellement disponible sur les Bauges. Alors, il y a eu plusieurs questions, j'ai observé pour Aluna et Sabine, sur les réglementations qui sont applicables quand on est en ville pour l'usage de four à bois, donc d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue également sécurité. Alors, pour le four mobile, on a toujours, autant pour le banquet des pains que pour les événements associatifs, on doit le déclarer à la préfecture, on doit demander l'autorisation à la préfecture. C'est un mail à envoyer 6 semaines avant l'événement et souvent, quand on est en retard, parce qu'on fait une fête spontanée, la maire nous a donné l'autorisation. Euh, et pour le four qu'on est en train de construire avec Collectif ETC, c'est pas encore mis en pratique, mais on a signé une convention avec la ville de Paris. C'est assez surprenant, en fait. Ils nous ont pas trop enquiquiné sur la sécurité incendie. On a signé comme quoi on veillerait à
enfin, c'est interdit de l'allumer en temps de canicule. Et on doit mettre un seau de sable près du feu si jamais il y avait propagation, s'il y avait un risque de propagation. Et l'autorisation d'apposer la cheminée par le fumiste ça a été accepté par la mairie aussi. Donc on a une installation dont on a en charge quand même la bonne conduite, mais on n'a pas eu de bureau de contrôle avec des pompiers. Et après, il y avait une question également sur quelle est la réglementation applicable dans les villes sur l'usage d'un four à bois, mais professionnel. Est-ce qu'on peut avoir un fournil pro à bois à Paris ou en Belgique, à Bruxelles, une capitale? Alors, Alain a un petit peu répondu dans le chat, mais je ne sais pas si sur cette question, vous avez de l'information, Aluna et Sabine. Tu sais, toi, en province, ben, je crois que à Paris, il y a des exemples en région parisienne, donc dans la Seine-et-Marne, avec la ferme de Toussac, où c'est un très grand four à pain. Euh, où on peut mettre 100 pains. Et celui de la ferme de Combreux, dans la Brie, ils ont deux fours belges, je crois, deux grands fours belges. Et c'est pour une activité professionnelle chaque fois. Euh, et à Paris, il y avait les boulangeries de Poilane qui avaient des fours à bois. Mais je crois que je ne sais plus où ça en est, la réglementation. Je crois qu'il reste une boulangerie avec un four à pain. Dans notre quartier, il y en avait une, mais elle est fermée. Faudrait je sais pas, c'est difficile, j'ai pas l'info. D'accord. Bon, bah alors ça demanderait à explorer le sujet. En tout cas, Alain. Oui, en fait, il y a les fours à bois. Euh, Souvent, enfin, les fours à bois à chauffe indirect, c'est-à-dire on chauffe en dessous de la sole, hein, et la chaleur est amenée au-dessus allez, parfois sur plusieurs étages, là où se trouve le pain, mais il n'y a pas de contact entre le bois ou les cendres et le pain. Mais ça, c'est beaucoup plus facilement accepté par l'administration qui fait le contrôle de l'hygiène alimentaire. Le four traditionnel, c'est pas ça fonctionne pas comme ça. Donc, le bois est sur la sole, on chauffe le four comme ça, et puis on va vider le four, toutes les cendres, on va un peu nettoyer avec des brosses, et on met le pain là où se trouvait le bois. Et là, l'administration, c'est pas interdit, mais l'administration met des règles plus, allez, euh, ils n'aiment pas quoi. Donc, ils freinent un peu pour donner les autorisations, mais c'est pas interdit. Mais il y a très peu de professionnels, en tout cas en Belgique, et je crois qu'en France aussi, il y a très peu de professionnels qui travaillent en chauffe direct. Voilà, il y a une réaction de Jérôme qui dit qu'à Chambéry, il y a une boulangerie bio feu de bois en pleine ville, mais il ne sait pas si c'est de la chauffe directe ou pas. Moi, j'avais une question à vous adresser qui est peut-être un peu transversale à vos quatre expériences. C'est quel lien vous entretenez, si c'est le cas, avec la collectivité? Donc, j'ai noté par exemple, Alain, vous récupérez le bois de coupe des espaces verts, il y a un partenariat. J'ai noté, Jacques, que la municipalité vous a donné un budget participatif et un espace public pour implanter le four. Pareil, côté four des Thermopyles, j'ai noté la convention avec, alors je ne sais pas si c'est la mairie de Paris ou la mairie 14e de Paris, mais en tout cas avec la mairie, pour la concession d'un espace public et une dotation financière. Côté PNR, derrière le PNR, on a tous les EPCI du territoire qui sont représentés ou impliqués. Je connais pas particulièrement la gouvernance au PNR des Bauges, mais et du coup, en fait, quelle est votre expérience finalement de ces relations entre la collectivité et on va dire la politique publique locale et les citoyens qui ont envie de se réapproprier un espace pour faire du collectif?
Est-ce que c'est facile de parler de ça? Est-ce que ça dépend des collectivités? Qu'est-ce qui marche bien dans la prise de contact? À quoi sont sensibles vos interlocuteurs? Euh, et qu'est-ce qui peut-être est plus difficile à faire passer? Voilà, je serais curieuse d'avoir vos réactions. Nous, à Paris, la ville de Paris a un budget participatif où il est très facile de proposer des projets et c'était ça, je pense, qui nous a beaucoup donné de fluidité pour ce projet. Le budget participatif parisien, c'est une somme du budget de la ville de Paris est réservée pour les projets proposés par des habitants. Bon, c'est pas encore l'autogestion, mais on peut proposer de manière très fluide des projets. Et nous, on a obtenu une subvention dans le cadre du budget participatif. Et comme le chantier est aussi réalisé en participatif, ça a beaucoup plu à la mairie de nous accompagner, de vraiment aider à lever tous les obstacles. Et c'était comme s'ils étaient obligés, finalement, ils ont donné cette subvention. Et c'est une fois que la subvention était accordée qu'on a fait l'étude de faisabilité, chemin faisant, avec collectif, etc. On a fait toutes les réunions que normalement une mairie aurait dû faire avant d'autoriser le projet. Mais voilà, c'est la, c'est pas la première fois que ça nous arrive que voilà, ils font le pari avec un projet d'habitants parce qu'ils soutiennent vraiment. Et est-ce Euh, que ça a un rapport avec l'étiquette politique, j'imagine? Probablement, si ça change. Alors nous, Urbanisme et Démocratie, je pense que c'est une asso qui a contribué à remplacer la mairie de, je sais plus comment s'appelait le parti, la mairie de droite, on va dire, qui a eu jusqu'en début des années 2000. Et maintenant, c'est PS Vert Écolo. Et donc, on est un peu dans ce souvenir d'avoir fait ensemble tomber la mairie de droite. Mhm. Et bon, il y a différents courants, bien sûr. C'est pas l'autogestion, mais comme je disais. Mais si maintenant Rachida Dati était maire de Paris, peut-être elle nous aurait pas autorisé, mais je ne sais pas. Hmm. Ok, merci. Et peut-être Jacques, dans ce témoignage, parce que je crois que c'est un peu la même tendance politique sur Oui, la montagne. oui, c'est une tendance écologique aussi. Et c'est vrai qu'une fois que la municipalité a dit, bah, là, effectivement, on a un projet participatif, qui veut participer, donc voilà, il y a appel à projet. Et c'est vrai qu'après, il a fallu mettre la municipalité bah, face à ce projet. Effectivement, vous voulez faire un four. Voilà, non, nous, on veut faire un four. Vous êtes d'accord avec notre projet. Mais bah oui, mais où est-ce que vous voulez l'implanter? Vous voulez le faire là? Bah, nous, on veut le faire ici. Et donc, bah voilà, il a fallu bah, les mettre un petit peu face à leur projet, quoi. Effectivement, vous avez un projet participatif, mais on va jusqu'au bout. Et puis, bah, le permis de construire. Ah, bah, on n'y avait pas pensé. Bah oui, bah, on va faire un permis de construire. Bah, et puis, transporter ce four, bah, c'est les services techniques. Parce que nous, au début, on disait, bon, on va louer un camion et puis on va aller chez l'Oxam et puis on va prendre un transpalette. Mais non, mais ce four qui a été construit en hangar, il a fallu qu'il fasse 2 kilomètres avec le Fenwick de la municipalité qui l'a transporté. Enfin, c'est le projet finalement. Une fois que la municipalité était consciente qu'effectivement, ils ont fait un appel à projet, mais un appel à projet, puis effectivement, faut aller jusqu'au bout. Et il y a un petit bémol qui est assez gênant mais ça, c'est plutôt sur la comptabilité communale. Euh, c'est pas très facile de gérer un budget participatif puisque tout le financement passe par la comptabilité municipale. Et si quelqu'un voulait le faire, moi je préférerais qu'il y ait une sorte de régie, une régie d'avance où
on va chez le ferrailleur, on va chercher notre tuyau en inox, et puis ça coûterait beaucoup moins cher que de faire des choses avec du neuf et en passant forcément par un bon de commande, etc. Ça, c'est un petit point de détail, mais qui peut réduire Hmm. les coûts énormément. Ouais, tout à fait. Est-ce que du côté de Sylvia, Alain, vous avez une réaction par rapport à ça? Désolée, Oui. je tousse beaucoup, alors je coupe à chaque fois mon micro, c'est pas facile. Oui, effectivement, donc, le parc naturel régional est une collectivité qui est en lien direct avec les communes adhérentes. Et donc, nous avons mis en place un, un fonds d'aide à la restauration de ce patrimoine bâti. Donc, on a un rôle de conseil, effectivement, de recherche des financements, mis en lien avec des professionnels, des artisans, des experts. Et depuis quelques années, donc on voit aussi qu'il y a des communes où les fours avaient été détruits ou voilà, qui se retrouvent sans four à pain et qui décident, où les habitants et la municipalité décident de créer un nouveau four. Et donc on a mis en place un petit dispositif pour aider aussi ce cas de figure de création d'un nouveau four. Et donc voilà, ces deux communes ont mis en place du coup des chantiers participatifs pour créer ces fonds nouveaux. Merci Sylvia. Et Alain, un petit mot, en plus de la convention pour le bois, est-ce qu'il y a d'autres relations avec, je sais pas, ça Oui, s'appelle oui. Good Food, je crois, à Bruxelles, la politique alimentaire. Oui, oui, il y a, allez, l'aide et l'écoute des pouvoirs publics là pour le projet a été vraiment très important. On a reçu un subside qui a payé allez, un tiers des matériaux de la construction du nouveau four. C'est la commune qui s'est occupée du permis urbanistique hein, pour pouvoir construire. En plus, on était à côté d'un monument classé et donc il y a euh, je crois qu'on n'aurait jamais pu le faire si l'administration qui gère le patrimoine n'avait pas une attitude positive par rapport à notre projet. On reçoit un petit subside euh, pour la gestion. Bon, bah, c'est pas beaucoup, mais c'est vrai que au niveau financier, les communes ont des gros problèmes là pour le moment. Donc, la convention qu'on avait avec la commune, ils l'ont remis en question un an après qu'on l'ait signé déjà, parce que pour eux, il fallait faire des économies. Euh, mais on sent dans les projets, je vous dis, il y a à Bruxelles, chaque année, il y a un nouveau four qui se construit. Il y a toujours de l'aide financière et une attitude quand même de soutien de la part des pouvoirs publics. Je vais dire, quel que soit le parti politique. Quand c'est un groupe d'habitants qui ont un projet communautaire, ben, je pense que globalement, c'est toujours bien accueilli. Merci, merci pour ce retour de témoignage. Euh, je terminerai par un dernier tour d'horizon avant de laisser peut-être la parole à Joséphine à nouveau. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire, au regard de vos expériences respectives, quels conseils vous donneriez à des gens qui souhaiteraient, alors que ce soit en zone urbaine, rurale, périurbaine, sur de l'espace public, sur de l'espace privatif, qui voudraient justement, grâce à un four, essayer de recréer du lien, de l'interculturalité, éventuellement cette relation intergénérationnelle, et finalement révéler tous ces bénéfices que vous avez en toile de fond exprimés sur le fait, alors Jacques l'a formulé comme ça en disant lutter contre le fascisme, mais d'une façon générale, c'est finalement lutter contre éventuellement la peur de l'autre, lutter contre on va dire, la perte finalement d'espace commun dans la vie ordinaire des gens. Donc, quels conseils vous donneriez? Et si possible, pas des conseils techniques, puisqu'on aura un webinaire qui sera 100% dédié à la technique. Voilà. Quand je dis technique, c'est construction du four, hein. Voilà.
Ben, comment on existe depuis longtemps et on épaule d'autres projets. Moi, je pense que les projets qui ont le plus de difficultés, c'est ceux qui veulent tout faire dès le départ. Donc, il faut y aller vraiment par étapes. Et ça dépend, comme c'est bénévole hein, en général, euh, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a comme moyen disponible et faire les projets et alors petit à petit développer. C'est vrai que le fait d'attirer les gens vers les fours, c'est là qu'on va, entre guillemets, recruter d'autres volontaires parce que ben, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 20 ans. Puisqu'il y a quand même du mouvement dans les volontaires, il y en a qui partent, mais il y en a des nouveaux qui viennent. Et donc, c'est vraiment en fonction des opportunités, des disponibilités des gens et y aller vraiment graduellement, ça c'est vraiment important. Question interculturalité, c'est pas évident. C'est vraiment, je crois, quelque chose de vraiment difficile. Là, nous, on est dans un quartier, pour le Nouveau Four en tout cas, dans un quartier qui est très mélangé au niveau population, avec des différents euh, classes sociales et tout. Et les, bon, il y a quand même pas mal d'étrangers ouvriers dans le quartier. C'est pas évident de développer quelque chose. On a, bon, on a des personnes même dans l'équipe qui sont étrangères, mais je trouve que ça reste un peu bourgeois quand même. Merci, merci pour ce partage. Peut-être à Luna ou Sabine un conseil, si on veut faire essaimer cette initiative des thermopiles, qu'est-ce que vous en retenez sur notamment la participation, le côté très collectif? Oui, justement, c'était un peu ça sur ce sur quoi je voulais rebondir. C'est que c'est un processus qui a pris du temps quand même et qui continue de s'étaler dans le temps. Après, bon, c'est aussi lié à des contraintes du fait que nous, on n'est pas basé à Paris. Donc, en fait, on revient régulièrement pour des chantiers. Mais j'ai l'impression que le fait que ce soit un processus qui s'ancre un peu dans le temps, bah, ça permet aussi d'agréger des nouvelles personnes et de fédérer déjà un peu un espèce de groupe en fait avant même que le four il soit mis en place et qui permet d'assurer un peu la pérennité des montages. Et après c'est aussi beaucoup dû au fait que on travaille avec une association qui a déjà un groupe de personnes bien motivées qui sont à l'initiative de ce projet de four depuis longtemps. Mais, et voilà, même si c'est pas forcément évident de faire un projet 100% participatif, en plus il y avait aussi des contraintes d'espace et de réglementation à Paris qui ont été très fortes pour le projet à proprement parler architectural. C'est que c'était un espace qui était étroit. On a changé aussi d'emplacement du four entre le début et la formalisation du projet. Il y a eu beaucoup de réglementations, tout ce qui est implantation de la cheminée, tout ça, et en même temps, il fallait s'adapter aussi aux besoins des, hum, des personnes de l'association qui sont les futurs utilisateurs et utilisatrices du four. Mais voilà, moi j'ai l'impression que le projet participatif, à la fois dans la conception, dans le dessin, dans les besoins qu'il y avait pour la forme de la cuisine, pour les placards et tout ça, on est allé vraiment dans du détail très précis. Euh, et à la fois la construction participative, je trouve que c'est assez chouette. Comme, bon, après, c'est ce qu'on défend dans notre collectif, mais voilà. Enfin, Merci à Luna et peut-être Jacques aussi. Voilà, est-ce que mon micro est allumé? Oui. Oui. Euh, Oui, donc pour la population, comment est-ce que les gens peuvent s'inscrire à des chauffes? Là, il y a des documents qui sont en municipalité, on a mis un flash code qui est sur le four, enfin bref, il y a des outils qui permettent aux gens de s'inscrire sur un Framacalc pour participer aux chauffes. Et puis voilà, Et puis la j'avais question dit. était aussi sur quelques conseils pour des gens qui voudraient faire le four de la montagne sur leur village, dialoguer avec la mairie, faire
produire les bénéfices un peu évoqués sur le lien social. On a parlé via l'intervention d'Alain et d'Aluna du temps long pour petit à petit construire une communauté, faire que les gens puissent participer, essayer d'accompagner la mise en participation des gens, etc. Donc, quels conseils, au vu de l'expérience à la montagne, on pourrait donner? Moi, je crois que je sais pas, mais je crois que ça fonctionne parce que on a essayé d'avoir aussi un mode de gouvernance dans ABC assez. On a essayé de se dégager d'une association telle que je l'ai pu la connaître avant, avec, comme je disais, président, trésorier, secrétaire, et des choses très pyramidales. Le fait de faire ces ateliers où chacun puisse proposer des ateliers aux autres et le fait que voilà, ça a permis une gouvernance très horizontale. C'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que, comme je disais, mais c'est vraiment très très intéressant. Là, les personnes sont ce matin en train de fabriquer un placard. Et c'est vrai que pour ce placard, il y a plusieurs heures de discussion, mais c'est ça qui est intéressant donc de penser déjà à la gouvernance et de penser comment est-ce que ce projet va être réalisé et pour qu'il puisse fonctionner, je pense, à long terme, sans qu'il y ait- c'est une équipe autrement qui va s'essouffler et qui va dire, bon, il va y avoir quelques chauffes et puis ça va être réduit à un noyau. Alors que si dès le départ, on essaie d'ouvrir au maximum, les gens vont s'en emparer. On ne pourra pas tout maîtriser, mais c'est pas le problème. Et c'est pas l'idée non plus. Mhm, mhm, mhm. Merci. Et je ne sais pas si Sylvia, petite réaction aussi. Oui, merci. Mais je vois les villages où ça marche bien, c'est quand il y a un temps de partage convivial et comment dire, parfois c'est difficile de se lancer directement dans la production de pain, mais voilà, chacun partage un plat, donc une tarte, etc. Donc c'est aussi voilà la cuisine qui réunit et qui permet de faire connaissance et d'échanger. Voilà, les fours retrouvent un petit peu cette fonction centrale et de rencontre et de création de liens dans nos villages. Merci Sylvia. Alors, on va prendre peut-être une dernière intervention, ce serait celle de Joséphine. En effet, on a démarré par une rétrospective euh, historique, et quand je dis historique, on est parti du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui au travers de vos 4 interventions. Est-ce que peut-être, Joséphine, serait possible une réaction un peu à chaud au regard de ce qui s'est dit et des réactions aussi dans le chat qui donnent un peu la tendance de l'intérêt que ces fours revêtent aujourd'hui, l'initiative d'Emmanuel de les recenser avec un lien ouvert. Est-ce que finalement ça ouvre aujourd'hui, je ne sais pas moi, des champs de recherche un peu nouveaux ou des perspectives d'exploration nouvelles? Si oui, lesquelles? Et sinon, en fait, oui, quel regard est-ce qu'on peut porter sur ces mouvements actuels au regard du passé? Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la dimension patrimoniale et le fait que quand vous construisez des fours, on peut aussi s'emparer des modèles du passé et de comment on construisait et voilà s'inspirer des savoirs anciens. Et parce que on le voit, il y a une permanence des usages et je pense que voilà, en fait, notre connaissance de l'architecture des fours passés peut aussi vraiment nous aider à construire aujourd'hui des fours nouveaux. Et puis la dimension sociale, tout ce qui a été évoqué sur les fêtes, la convivialité, le rassemblement, le créer du lien entre les gens, effectivement, ça passe beaucoup par la nourriture, je pense. Et là aussi, voilà, cette dimension communautaire, on la retrouve fortement dans les, dans les sociétés anciennes. Et Après, ce que je trouve intéressant, c'est aussi que dans les sociétés anciennes, en milieu rural notamment, les gens, la vie paysanne était très importante. Donc, en effet, les gens maîtrisaient tout le process d'une certaine façon.
Euh, et donc, du coup, le pain, c'était la continuité finalement d'une agriculture paysanne, vivrière, etc. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, mais grâce au four, on essaie d'assurer cette reconnexion entre agriculture et alimentation. Et ça, il me semble que c'est intéressant aussi, c'est que finalement, le four moderne, qui est le fruit d'un héritage ancien, est une façon, dans la concentration un peu vers des pôles urbains, de recréer ce lien à la ruralité. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Mm. Oui, oui, il y a à la fois recréer le lien et puis aussi, enfin, à l'échelle d'une communauté. Mais je pense au fait de villages où on relance le four à pain, ça se fait aussi en Auvergne. C'est un moyen aussi de montrer aux autres la communauté et ce que l'on est, euh, voilà, aux touristes tout simplement, les gens qui sont là aussi. Et donc c'est à la fois quelque chose qui permet de créer du lien et en même temps de se représenter en tant que communauté. Ben merci. En tout cas, je remercie tous les intervenants et les participants à ce webinaire pour ces échanges qui sont vraiment très très riches. Et je vous invite à suivre nos deux prochains webinaires, trois pardon, trois puisqu'on en a rajouté un. Le prochain sera sur les fours et moulins mobiles. On laisse passer les vacances de février entre-temps parce qu'il y a trois zones qui vont s'étaler. Donc on a évité de faire les webinaires pendant les vacances scolaires. Donc le prochain sera le 12 mars sur les fours et les moulins mobiles avec différentes expériences. Ensuite, je ne sais pas si je les garde dans cet ordre ou si j'intervertis, il faut que je vois avec les intervenants. Mais on en aura un sur les pratiques artistiques et citoyennes autour des céréales et du pain. Et on terminera par un webinaire sur les aspects techniques de la construction d'un four ou d'un moulin, qu'il soit fixe ou mobile, en faisant venir des experts de la construction. Voilà, on vous donne rendez-vous bientôt pour ces nouvelles rencontres. Et en attendant, on vous communiquera les actes du webinaire actuel via un mailing et certainement un post sur LinkedIn. Et quoi qu'il en soit, si vous avez un doute, il vous suffit de vous rendre sur notre site céréallocal.fablim.org, rubrique webinaire, et vous pouvez accéder via chacun des titres des webinaires à l'ensemble des ressources produites. Je dis ça pour quelqu'un qui posait la question dans le chat est-ce que le chat pourra être gardé, remis à disposition, parce qu'il y a eu pas mal d'échanges. On fera en sorte, en effet, soit en l'état, soit via le compte-rendu, de vous donner accès à tous les échanges, les riches échanges qu'il y avait eu dans le chat. Voilà. Encore un grand merci. Et vraiment, c'est un plaisir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'organisation de ce webinaire l'été dernier. Et j'avais hâte. Et c'était, en tout cas, à la hauteur des espérances que j'avais mis dedans. C'est vraiment passionnant et au plaisir de rééchanger avec vous sur tous ces sujets. Et si vous souhaitez partager de l'information sur vos initiatives, vous avez soit l'annuaire participatif de Céréales Locales, soit vous m'envoyez un mail et puis je vois comment le repartager.